Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, la grève générale qui a été entamée aujourd'hui au CHM. Un mouvement que nos équipes ont suivi de très près tout au long de la journée et dont nous parlerons tout à l'heure, entre autres sujets, avec notre invité qui sera Maître Elad Chakrina. Avec nous également sur le plateau, Shakila Youssouf. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Avec nous, on parlera de cette affaire d'expulsion qui a eu lieu dans la commune du Sud, notamment dans le village de Chungi. On verra ce qu'il en est de ces personnes qui sont retrouvées au bord de la route. Vous les avez notamment suivies. On verra exactement où en est la situation tout à l'heure dans le journal avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 11 mai. En fin d'après-midi, se sont tenues les obsèques de Frédéric Dachry, l'un des derniers pères de Mayotte et grand ami de Younoussa Bamana. Famille, amis, anonymes, tous étaient présents pour rendre un dernier hommage à cet homme qui aura marqué l'histoire mahoraise. Retour sur une cérémonie empreinte d'émotion en ouverture de ce journal. La grève générale au CHM a débuté ce matin et que ce soit dans les rues ou bien réquisitionné pour assurer un service minimum, le personnel a largement suivi le mouvement. Dans la matinée, une rencontre a d'ailleurs eu lieu entre syndicats et direction de l'ARS, tandis que la balle semble désormais dans le camp de l'État. Explication. Depuis dimanche soir, les expulsés de Chungi dorment dans la rue au croisement d'un carrefour. Rejetés par la population, hommes, femmes et enfants ont à nouveau dû dormir au bord de la route. Face à cette dramatique situation, nous avons passé une partie de la nuit auprès d'eux pour raconter leur détresse. Reportage en fin d'édition. C'est cet après-midi vers 16h30 qu'ont eu lieu les obsèques de Frédéric Dachry. Après la cérémonie à l'église de Fatima, la foule a pris la direction du cimetière pour assister à l'enterrement de l'un des derniers pères de Mayotte après Bamana. Une semaine après sa mort, la famille et la population peuvent commencer à faire leur deuil. Mais il ne fait aucun doute que le Maoré blanc, comme certains aimaient à l'appeler, laissera à jamais un vide dans le cœur des Mahorais. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Chargée en émotions, la cérémonie religieuse des funérailles de Frédéric Dachry s'est tenue dans le calme. Toutes les communautés confondues étaient présentes pour soutenir la famille et accompagner la dépouille jusqu'à cette dernière demeure. Bien sûr, non seulement il a rassemblé toutes les communautés, et ça a été quelqu'un, même ce n'est pas parce que c'était quelqu'un systématiquement de ma famille, mais c'est quelqu'un qui a donné beaucoup pour notre île, Mayotte, voyez-vous. Et aujourd'hui, j'arrête pas de le dire et je le redis, je remercie Mayotte d'être là et de ce grand soutien. C'est là où nous voyons notre solidarité mahoraise. Yode mahabaraka na yona babatu Dachry mana arfanyia nyengi wala karshindrim liba. C'est ce qu'il a toujours voulu que Mayotte soit et c'est ce qui nous a toujours conseillé, c'est de vivre avec tout le monde, avec toutes les religions. Et le fait d'avoir cette multitude de personnes aujourd'hui, c'est la meilleure façon de lui rendre hommage. Des femmes en salouva et des hommes vêtus de l'habit religieuse islamique présents dans l'église, une image qui parle d'elle-même et qui est la preuve que Frédéric Dachry savait unir les hommes au-delà de leurs différences. Le père qui était chargé de la messe rappela combien l'amour est plus fort et plus important que la mort et combien il est important de s'inspirer de la vie de cet homme qui s'est donné corps et âme pour son île et pour les communautés qui y vivent. Son ami de combat, Dr Martial Henry, qui était présent, ne pouvait que lui rendre ce dernier hommage. Frédéric Dachry était un homme très humaniste et il avait un cœur profondément maoré, voyez-vous. S'il a été élu maire pendant 12 ans à Koungou et s'il a fait un mandat de 6 ans au Conseil général, ça représente 18 ans de carrière politique. Ça veut dire que ses proches avaient une grande estime et l'aimait beaucoup parce que lui aimait son entourage, aimait les Mahorais. Bon nombre de ceux qui ont vécu en sa présence durant ces derniers jours ont souhaité à travers ce reportage lancer un appel. En effet, tout Maoré qui souhaiterait contribuer à parachever l'œuvre est invité à se faire connaître. Il a voulu créer un centre aéré permanent pour développer l'histoire du domaine de Kangani, mettre en place un lieu d'initiation au métier de l'animation. Et comme c'était mes objectifs de développer ces actions,
Je souhaite que sa famille seront d'accord pour que nous continuions son combat et son souhait. Amis de combat, famille et anonymes ont ainsi assisté à la cérémonie religieuse à l'église de Fatima. Bon nombre retiendront le parcours d'un Soroda qui gardait les portes de sa maison toujours ouvertes aux Mahorais. À noter que l'un des derniers rassemblements des Mahorais à son domicile concernait le sujet de la fiscalité du 101e département. Chakila, je me tourne vers vous. Vous étiez justement aux obsèques aujourd'hui, cet après-midi. Que faudra-t-il retenir de ce qui s'est passé lors de la cérémonie? Il faut tout simplement regarder le nombre de personnes qui étaient venues et les regarder pas au-delà de la couleur politique, au-delà de la couleur religieuse, culturelle, tout ce qu'on veut. Cet homme restera à jamais l'un peut-être des seuls à Mayotte qui a su rassembler autant et unir les Mahorais. Quand on dit les Mahorais, avec la pluralité des différences, catholiques, musulmans. Cette image qu'on vient de voir, où on voit des Mahorais avec des kofia, des kanzu, des mamas avec des salouva dans l'église, même avant de rentrer dans l'église, elle faisait du maolida, elle chantait le maolida pour lui. Il y a des gens qui ont fait des prières à la mosquée avant même de rapporter son corps à l'église et de faire cette cérémonie. Donc moi je pense qu'il faut garder ça, cette unité, c'est ce combat. Je pense que son combat à cet homme, c'était vraiment de nous unir dans l'amour, tout simplement. Un homme qui était donc rassembleur, Chakila. Maître Chakrina Elad, notre invité, nous a rejoint. Maître, un mot sur ce qui s'est passé cet après-midi. Tout d'abord, bonsoir. C'était avant tout une cérémonie très émouvante, puisque nous avons évidemment été extrêmement choqués par ce qui s'est passé. Nous avons été meurtris. Nous avons aussi entendu l'histoire d'un homme qui s'est battu pour cette île, un homme qui, durant toute sa vie, n'a cessé de donner de l'amour, n'a cessé de conseiller, d'accompagner, de faire en sorte que cette île puisse devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et malheureusement, c'est un homme qui est parti avec la dégradation que nous connaissons actuellement de Mayotte. Donc c'était vraiment très émouvant, on vient de le dire, une unité. On a vu un autre visage de Mayotte, un visage qu'on ne voyait plus, c'est-à-dire des gens qui sont rassemblés malgré leurs différences ethniques, religieuses, une unité en effet. Mais on a aussi surtout entendu un message de paix, d'amour et de sursaut, une désolation, notamment sa cousine, qui à un moment donné a dit « À qui sera le tour ?» C'est une phrase qui veut tout dire en effet. On continue, maître, vous restez avec nous, on reviendra justement sur d'autres sujets. Autre actualité du jour, le CHM qui depuis ce matin fait face à un mouvement de grève générale. La plupart des personnels sont aujourd'hui à bout de souffle face notamment à une surcharge de travail et un manque de moyens. Infirmiers, médecins, sages-femmes, tous tirent la sonnette d'alarme et réclament que des mesures d'urgence soient prises. Une rencontre s'est ainsi tenue dans la matinée entre les grévistes et la direction de l'ARS. Une réponse du ministre de la Santé est désormais attendue. Un sujet signé Abbas Alidi, Isabelle Farger et Leslie Limné. Cela fait une semaine qu'elle a été annoncée et elle est désormais active. Ce matin, si le préavis date de la semaine dernière, les autorités ont... On continue, on reviendra sur ce sujet. À noter justement que suite à cette réunion qui s'est tenue cet après-midi entre les syndicats et la direction de l'ARS, la réunion infructueuse, la grève sera prolongée demain pour les médecins. Et qui dit mouvement de grève qui survient dans la fonction publique, dit également maintien obligatoire d'un service minimum. Pour ce qui concerne le milieu hospitalier, celui-ci consiste à assurer la continuité des soins auprès des patients. À ce titre, du personnel a été assigné au poste prenant en charge ces malades, une assignation qui relève d'une décision collégiale entre le cadre de pôle, le chef de service et le directeur de l'hôpital. Sont alors désignés en priorité les non-grévistes sans bien sûr dépasser le service minimum. Alors qui sont ces professionnels de santé qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre part à la grève? Adèle Laurent et Isabelle Farger nous emmènent à leur rencontre.
La grève générale du CHM a commencé ce matin. De nombreux professionnels de la santé étaient dans la rue pour revendiquer leurs droits et dans le même temps un service minimum a été mis en place afin d'assurer la continuité des soins. Le docteur Chamouine en fait partie. Sortant d'une astreinte et d'une garde de 24 heures, il nous en dit plus sur les raisons de sa présence au CHM. Je fais grève, je suis actuellement encore dans le service parce que j'ai une certaine obligation à assurer la continuité de soins. Donc je suis actuellement encore dans le service. Mayotte est une population très très jeune. Nous sommes le seul service de pédiatrie, nous sommes la seule offre spécialisée de pédiatrie dans l'île. Donc il va de soi qu'on ne peut pas ne pas assurer ce service. Une prise en charge primordiale des patients. Pour d'autres professionnels de la santé, les raisons de leur non-participation à la grève sont autres. Et pour Audrey Demand, la demande de mensualisation de la prime de suractivité de 500 € ne réglera pas les problèmes du CHM. Je suis d'accord avec leurs revendications de base, sauf cette histoire de prime de 500 € mensualisée. Parce qu'elle n'est pas justifiée. Ça ne va pas nous apporter plus de personnel sur l'hôpital, ça ne va pas améliorer la sécurité, ça ne va pas améliorer la qualité des soins, ça ne va pas faire qu'il y ait un turnover aussi important au niveau du personnel aussi. Parce que bien sûr, il y a des gens qui arrivent, mais le problème, c'est qu'ils ne restent pas. La justification qu'on pourrait donner, c'est les heures supplémentaires que font les gens. C'est parce que c'est fatigant d'enchaîner autant d'heures de travail. Pour Vanina Rostio, qui affiche des signes de soutien aux grévistes sur sa blouse, être quotidiennement auprès des patients fait partie du devoir des praticiens de santé. Les accouchements ne s'arrêteront pas parce qu'on est en grève. Les patients et les bébés ont besoin de nous. Donc malgré l'importance de pouvoir manifester ce droit de grève, c'est essentiel d'avant tout assurer ses soins auprès des gens. Et c'est d'ailleurs une partie de nos revendications, c'est de donner les moyens pour pouvoir le faire correctement. Donc la moindre des choses, c'est qu'on soit là au quotidien pour continuer ces soins et être auprès des patients. En ce jour de grève générale, une grande partie du personnel hospitalier assure l'offre de soins tout en soutenant leurs collègues à leur manière, les patients restant encore et toujours la priorité. Voilà pour ce qui est de ceux qui ne font pas grève. Qu'en est-il alors de ceux qui ont entamé la grève aujourd'hui? Je vous propose de voir ce reportage d'Abbas Alidi, Isabelle Fargier et Leslie Vimné. Cela fait une semaine qu'elle a été annoncée et elle est désormais active. La grève générale au CHM a bel et bien débuté ce matin. Si le préavis date de la semaine dernière, les autorités ont comme souvent attendu que le mouvement soit en marche pour y répondre. C'est ainsi que les représentants syndicaux ont rencontré la directrice de l'ARS dans la matinée. Ils attendent maintenant de connaître la suite des événements. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un rapport détaillé de tout ce qu'on a dit sur table, c'est-à-dire un compte-rendu. En deuxième lieu, que les remontées se fassent et qu'on nous montre réellement par mesure écrite, main de l'ARS et signature à l'appui, comme quoi elle a remonté la demande, et une réponse aussi de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau du ministère, de notre demande. Donc on attend tout ça cet après-midi. Aujourd'hui, la plupart des services sont en grève et réclament du changement. En effet, plus les semaines passent et plus les risques que des erreurs soient commises grandissent. Aujourd'hui, j'ai entendu parler des médecins qui sont s'exprimer et nous dire qu'ils sont vraiment au bord de l'explosion. Ils ne veulent pas commettre des erreurs médicales. Tout simplement, par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre au quotidien au sein de l'établissement, ces erreurs ils peuvent être provoquées par le fait que ces agents, les médecins, ils sont saturés. Les sages-femmes, ils sont saturés. Les infirmiers sont saturés. Et tout le monde est saturé. Et par rapport à ça, nous avons dit à la directrice de l'ARS, comme quoi que aujourd'hui, il faudra trouver des mesures d'urgence. Des mesures d'urgence face à des revendications qui ne sont pas nouvelles et qui n'ont fait qu'entretenir le sentiment d'être laissés pour compte. C'est quand même un préavis de grève qu'on a lancé. Et quand même au moins une semaine. Donc attendre notre arrivée pour nous dire, écouter et dire voilà ce que je vais faire par rapport à votre demande. C'est comme ça n'a pas été entendu. On se sent complètement oublié. On a l'impression qu'on veut qu'on soit complètement, qu'on lâche. Et moi j'ai l'impression que c'est Mayotte qui est lâché.
C'est le mépris de la santé à Mayotte. Je suis désolée, Mayotte fait partie de la France. Qu'on ne vienne pas nous dire que oui, il faut commencer, il faut regarder à La Réunion comment ça se passait. Je suis désolée, mais les saletés, excusez-moi du terme, et tout ce qui va mal, on les traite en amont à Mayotte avant d'arriver à La Réunion. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment du mépris aujourd'hui. Et je dis vraiment de la part de la France, parce que ce n'est pas du mépris de la part des citoyens qui sont là. Pourquoi le ministère n'est toujours pas saisi comme il faut ou n'a pas compris la chose comme il faut? Il faut peut-être qu'elle vienne ici. Il faut peut-être que nous on aille, mais si elle vient ici, mais que ça n'arrête pas un petit air. La balle est désormais dans le camp du ministère qui va devoir se pencher sérieusement sur la multiplication des problématiques sanitaires d'un département déjà qualifié de désert médical. Une grève entamée aujourd'hui donc, et pour en parler avec nous, notre invité, Maître Elad Chakrina, on a vu une première à Mayotte, une grève générale dans le milieu hospitalier. Quelle est votre réaction en voyant cela? Écoutez, tout d'abord, moi je pense évidemment aux patients ainsi qu'à leurs familles, puisque ce qui est important, c'est qu'avant tout, le service public puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Bon, c'est une continuité en tout cas qui est indispensable, mais en même temps, il faut bien le rappeler que le droit de grève a valeur constitutionnelle. Et si maintenant il y a grève, c'est pour des raisons très précises. Et ces raisons-là sont lesquelles? Tout d'abord, c'est le surcharge du travail qu'il y a dans ces hôpitaux, dans au CHM notamment, mais on ne parle pas non plus suffisamment des dispensaires. C'est aussi les problèmes liés à l'insécurité, puisqu'on le revendique, on n'y reviendra jamais assez. C'est-à-dire que vous avez parfois un personnel qui est agressé aux abords du CHM, mais parfois même aussi à l'intérieur, ce qui est évidemment extrêmement grave, puisque si maintenant des médecins, des infirmiers, des sages-femmes ou d'autres types de personnels sont agressés, comment va fonctionner l'hôpital? Et surtout, est-ce que notre territoire va encore être attractif? Eh bien non. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle beaucoup de professionnels du monde hospitalier n'est plus attiré par Mayotte, et Mayotte est en train de se vider. Ça, c'est vraiment un mot qui est très important à formuler. Concernant donc cette grève en question, elle est légitime. Elle est légitime, et si maintenant il faut donner les moyens, moi j'ai envie de dire, il faut les donner, puisque vous savez que nous sommes la première maternité d'Europe, les conditions de travail dans lesquelles nous sommes, le CHM est devenu une usine à chair humaine, puisque ce qui se fait là-bas, beaucoup n'osent même plus aller à l'hôpital pour se faire soigner, puisque certaines femmes même qui sont enceintes ont toujours peur de ne plus revenir chez elles, c'est-à-dire d'y mourir, clairement. Donc ça veut dire que les conditions de travail sont dramatiques, et il va falloir les changer au plus vite. Alors quand vous dites qu'il faut donner les moyens, alors ça on le sait, tout le monde demande des moyens. Qui va faire en sorte que les moyens soient donnés? Écoutez, vous savez que nous avons des fonds structurels européens. Vous avez aussi les dotations de l'État. Vous avez aussi la contribution des collectivités territoriales. Si maintenant nous ne sommes pas en mesure de pouvoir financer des établissements de cette nature, comme un CHM bis, ou en tout cas un autre hôpital dans d'autres endroits de Mayotte, faisons appel à ce qu'on appelle le partenariat public-privé. C'est tout à fait concevable. Il est tout à fait concevable que des partenaires privés puissent construire des cliniques à Mayotte, puisque si maintenant on ne peut pas avoir davantage d'hôpitaux publics, eh bien on peut développer des cliniques. Et ces cliniques-là peuvent être construites par des partenaires privés qui, à un moment donné, feront fonctionner la machine, si je puis dire ainsi, et ensuite chacun pourra en tout cas dépenser l'argent qu'il souhaite pour se faire soigner à sa guise. Pour ce qui est maintenant du public, toujours si vous faites appel aux partenaires public-privé, eh bien, vous avez des infrastructures qui peuvent être financées en amont, puisque vous savez que si on fait appel aux fonds structurels européens, il faut d'abord avancer pour ensuite se faire rembourser. Il faut d'abord avancer les fonds pour ensuite se faire rembourser. C'est la raison pour laquelle il était important de pouvoir faire appel à des groupes qui ont de l'argent pour construire ces hôpitaux. Paris s'est construit comme ça. Quasiment toute la France métropolitaine également s'est construite de cette manière-là. Et je vous rappelle aussi, le ministère de la Défense a également fait la même chose. Donc, ce ne sont pas les entreprises qui manquent. Quand vous avez des entreprises parfois qui ont comme chiffre d'affaires 3 milliards, 5 milliards d'euros, avec 20 000 employés dans le monde, croyez-moi, réaliser des hôpitaux ou des cliniques, ce n'est pas le problème. Ce qui est surtout indispensable ici, maintenant, c'est de s'accorder sur le foncier. Et le foncier, 47% des terres appartiennent à l'État et à la collectivité départementale.
Merci beaucoup maître, vous restez avec nous et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 11 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Et on reviendra sur l'actualité en bref. Nous vous en parlions lors de nos éditions précédentes. Il y a 4 jours, plusieurs familles issues de l'immigration clandestine ont été expulsées de leur banga dans le village de Chungi. Suite aux événements, la préfecture et le conseil départemental ont tenté de trouver des solutions de relogement, notamment dans la villa du conseil départemental à Kalikeli. Une décision que les villageois ont très mal accueillie. Conséquence, les familles se sont retrouvées au bord de la route avec pour certaines d'entre elles des enfants en bas âge. Le reportage de Shakila Issouf et Isabelle Fargier. Couchés sur des matelas de fortune, femmes et enfants tentent malgré la situation de trouver le sommeil. Les pères de famille restent éveillés faute de place où dormir. La gendarmerie sur les lieux veille à la sécurité des familles encore sous le choc depuis ce dimanche. Natovenza mbane mpanjite dianyu swafi tarpare kula solution to paria nao be kaisinzangu iso dzaro alhamdulillah ma gendarme nangu asubuhi ya vanu nangu jana ya vanu yasenda mbio na waskar la tsaka kawastam alhamdulillah namsanda na dampia wasuja wazungu wantu wasuja vashaula suvela kakula shitu vanu. Les bénévoles des associations des Comoriens du Sud de Mayotte et d'Espace Anjou Mayotte pour l'harmonie et la concorde sont sur place depuis déjà 2 nuits et tentent de reloger ces familles avec l'aide d'associations mahoraises comoriennes. Une liste de ces familles a été constituée selon leur village d'origine et des familles du même village les accueillent au compte-gouttes chez eux. On a contacté toutes les associations des Comores qui sont ici sur l'île. Donc on a contacté pour qu'ils nous aident à prendre des gens en charge. Donc là ils sont en train de venir, de répondre à nos appels. Donc voilà, il y a déjà des familles qui sont parties et on verra par la suite. Tous les gens qui sont là, qui sont restés là, ils sont en situation régulière. Donc les gens qui étaient en situation irrégulière, il y avait la PAF ce matin qui les ont pris en charge. Donc je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Non, ce n'est pas tous les Maorais qui sont comme ça. On est là c'est l'humanisme qu'on est là. C'est humain. Quand tu vois une petite enfant comme ça, comme ma fille, ça me fait mal quand je le vois comme ça. Cela fait 1 semaine que le bébé de ce couple démuni et traumatisé est venu au monde. Ce nouveau-né dort dehors depuis sa sortie de l'hôpital. Les parents vivent un cauchemar éveillé et ne semblent toujours pas réaliser ce qui leur arrive. Udeleka mwenyengi maore naramonga lo deleka mwengi wasderu ulewa miso inubenu shiamba wasderu hudzao manlo nabasa banuspara mtumbana wana wapara watsano harmamtumbana wana tsano wana bankamu atola ban mordo orlo na wavo wana urso ben hale kol de havi nana wakale koli harme komena kanikeli urtole ole watolwa Wamsa paro zona zoru zora zuwa moro mshara babaru kuno zoru asiki moro de wakwini ni radi meku yangu ni tsowo tsiji tsajwa mtanda la tsamba dimbani au dimbani vani tsiji jomba nyangu de rayo tina hamu ne shungi tina hamu ne maoramba mana wa watso jansike wantsize uri nyombe. La situation actuelle dépasse tout le monde. Mahorais et Comoriens se retrouvent pris dans une spirale infernale de tension et de haine. Et au milieu de tout cela, des enfants innocents sont victimes de l'inaction des politiques publiques. Ainsi, pour Mansour Kamardine, président des Républicains de Mayotte, les décisions prises par les représentants de l'État à Mayotte ne sont pas appropriées à la situation. J'ai le sentiment que la réaction de l'administration face à la colère des populations mahoraises est inapproprié. C'est empreint de beaucoup d'erreurs, de stratégies, de démarches à les proposer à ce qu'on confie, enfin, à ce qu'on reloge les gens dans ce que les Mahorais considèrent comme leur fleuron et qu'eux-mêmes ils n'ont pas accès. Je pense notamment au local de Kani. C'était une véritable provocation. J'appelle de mes voeux que le nouveau préfet prenne rapidement son poste et qu'il puisse aller rencontrer les élus, essayer de rabiboucher les malentendus, parce qu'il ne réussira rien
s'il n'a pas avec lui le soutien des élus de tous bords, du reste. Une partie des personnes expulsées ont été vraisemblablement reconduites à la frontière. Plus d'une dizaine de familles a tout de même pu être hébergées provisoirement avec l'aide des bénévoles des différentes associations sur place. Chakila, les images que nous venons de voir sont dures, des images qui ont été tournées hier dans la nuit très tard. Vous étiez sur place, alors l'ambiance générale on l'a vu, mais au-delà de ça, qu'avez-vous ressenti, Chakila? J'étais pas toute seule sur place, j'étais avec Isabelle, et c'est vrai que quand on est parti dans l'idée, on s'est dit il faut qu'on montre aux gens ce que vivent ces familles. Parce qu'on parle, on dit ils dorment dehors, mais on ne sait pas dans quelles conditions ils dorment. Et ce qu'on nous voulait, c'était montrer, pas seulement aux gens, mais aux politiciens, les responsables, ceux qui doivent normalement apporter une vie sereine à ces familles. Des populations, toutes ces populations qui quittent les Comores ont voté en croyant qu'ils auraient des hommes politiques qui seraient leur donner des conditions de vie, des meilleures conditions de vie. Et aujourd'hui, ces familles se retrouvent ici à Mayotte, pas de leur volonté pour certains, par obligation aussi. Et je voulais aussi rappeler aussi dans ce sujet qu'il faut faire la part de choses entre la part humaine et le côté politique. Il faudrait que les gens se disent, parce qu'il y a encore de l'espoir. C'est ce que disait la dame au début. Elle disait qu'on a des Mzungu, on a des Maorés, des gens, même des associations maoraises qui viennent nous donner à manger. C'est ce qu'a dit Faouzia Kourji ce matin dans la matinale. Les femmes leaders sont allées pour apporter ne serait-ce que de quoi manger à ces familles. J'ai pas trop envie de rentrer dans ce qu'on a ressenti. Les gens ont regardé le sujet, c'est bon, c'est suffisant. Le reportage a été fait pour que ceux qui se disent responsables des droits de l'homme, ceux qui parlent de dignité humaine, ce reportage leur est destiné. C'est pas un reportage qui est destiné aux Mahorais ni aux clandestins. Non, ce reportage est destiné à ces décideurs, à ces présidents. Passer aux actes. Exactement, à ces présidents pour qu'ils regardent cette population en face, qui sont en train de, on pourrait pas dire mourir, mais juste qu'ils les regardent en face et qu'ils sachent que c'est des êtres humains. Et juste dire aux Mahorais et à la population genèse, aux Comoriens, qu'il ne faut pas oublier avant tout qu'on est frères. Et ça s'est ressenti dans les actions qu'ont menées les bénévoles qui étaient présents, qui disaient nous on est en contact avec des Mahorais, on est en contact, tout le monde vient nous aider. Il y a certaines choses qu'on n'a pas voulu filmer, mettre à la télé. Les gens, dans les conditions dans lesquelles ils mangeaient, ces gens-là ont fait plus de 2 jours. Avec des enfants. Il y avait un enfant qu'on a filmé qui est né, ça fait même pas une semaine, elle est née, l'enfant n'a même pas pu rentrer dans un domicile. Depuis que la maman est sortie à l'hôpital, ils dorment dehors dans la rue. Vous vous rendez compte ? Il faut vraiment réfléchir. Il y a même une femme qui témoignait, on n'a pas mis tous les témoignages, une femme qui témoignait en disant « La propriétaire du terrain dans lequel je vivais ne voulait pas que je parte ». Une Mahoraise, elle ne voulait pas que je parte, mais c'est la force du village, la force de tout un village qui a fait qu'elle a dû céder. Et la propriétaire disait, il ne faut pas que tu partes, moi je veux que tu reviennes. Donc cette fraternité, cet amour est toujours là. Il faut essayer de la mettre en éveil. Et pour les côtés, pour les associations, les bénévoles, penser que eux, ce qu'ils font, c'est de l'humanisme et pas tout mélanger avec les politiciens qui sont là, qui ne réagissent toujours pas. Merci beaucoup Chakila. Maître Chakrina, vous avez vu le reportage, vous connaissez la situation, une situation qui tend à se répandre ici à Mayotte. D'autres villages sont passés par là. Votre sentiment? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait des mois, ça fait des années qu'on en parle. On savait que ça allait se produire. On savait qu'un beau jour, il y aurait des armes qui seraient sorties et que certains commenceraient à se faire justice eux-mêmes. Nous l'avions toujours dit cela. Quand on nous le dit, on nous prend pour des fous. On nous dit, il y a un sentiment d'insécurité, mais il n'y a pas d'insécurité. On a commencé à voir, il y a encore de cela 1 an, il y avait des cambriolages, des vols avec armes dans des bureaux, dans la matinée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais créé le COSEM à ce moment-là. 1 an plus tard, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des morts. Et dans la foulée, nous avons des populations qui sont déplacées. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend que ce soit le Rwanda? Ou est-ce qu'on attend que ce soit justement des Tutsis et des Hutus qui s'autodétruisent, qui prennent la machette et qui, encore une fois, commencent à s'éliminer et qu'on puisse avoir des cadavres jonchés sur les routes de Mayotte? Est-ce que c'est ce qu'on attend ou pas? Moi, je suis en train de vous dire,
cette manière de traiter les problèmes. On se rapproche de ce schéma Nous de sommes guerre en train, civile. clairement, évidemment, nous sommes dans un climat de violence tel. J'ai reçu un SMS comme beaucoup ce soir. Dans ce SMS, qu'est-ce qui est indiqué? Que tous ceux qui sont comoriens, que ces personnes puissent identifier les maisons des Mahorais qui pourraient pu chasser des individus qui sont aujourd'hui sur la route, et bien qu'on identifie ces maisons pour justement contre-attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est pas un climat de guerre civile, ou tout simplement, nous sommes en train de glisser tout doucement. Alors si maintenant, justement, on commence à faire l'autruche, parce que certains savent très très bien le faire, moi, il faut faire des choses, certains font souvent de très très belles paroles. Malheureusement, les actes ne suivent jamais. Et encore une fois, lorsque certains décideurs publics disent que justement, ils sont dépassés, qu'est-ce qu'ils font à ces emplois? C'est un boulot. Être un élu, c'est un mandat, mais c'est un job. Excusez-moi de parler ainsi. Quand on ne sait pas faire le job, on s'en va. C'est pas compliqué. Justement, le problème, c'est qu'actuellement, puisqu'il y a des terres privées qui sont occupées, eh bien, on veut maîtriser cette immigration clandestine, on veut maîtriser cette population qui vit de façon illégale sur des terrains particuliers. Commençons dans ce cas-là à aménager des terrains publics pour justement les accueillir, pour ensuite voir qui on va expulser et qui on va garder. C'est pas très compliqué. On reviendra sur ce sujet dans quelques instants, maître. Je vous propose maintenant de voir le reste de l'actualité de ce mercredi 11 mai, tout de suite dans l'actualité en bref. Décidément, on va maintenant parler d'un sujet qui, à mesure que le temps passe, donne du fil à retordre aux habitants du 101e département, l'occupation illégale de terrains. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent dans une situation délicate. La matière est réglementée, alors pas question d'outrepasser les règles, avec très souvent des procédures judiciaires très longues, ce qui amène certaines personnes à se faire justice elles-mêmes. Zoom sur une problématique au quotidien dans ce reportage de Abbas Alidi et Adèle Laurent. Lorsqu'une personne occupe illégalement un terrain, le propriétaire doit en premier lieu saisir le tribunal de grande instance et faire constater l'occupation par un huissier. Le huissier met ensuite en place la procédure d'expulsion. Soit la personne obtempère et quitte les lieux, soit non, et le huissier doit alors demander au préfet de lui attribuer la force publique, c'est-à-dire la gendarmerie et la police. Le préfet a alors le pouvoir d'attribuer ou non une décision préfectorale. Cette procédure dure au minimum 4 mois, ce qui n'est pas en matière judiciaire long, mais pour le propriétaire, ce temps peut paraître interminable, ce qui pousse certains à se faire justice eux-mêmes, mais ces actes sont condamnables aux yeux de la loi. Malheureusement, ils sont en faute. Ils sont en faute parce que l'État ne fait pas son travail. Ils sont en faute parce que la loi prévoit qu'il n'y a que l'État qui peut, l'huissier accompagné des forces de l'ordre qui peuvent procéder à une expulsion. La population elle-même ne peut pas. Lorsque la personne ne veut pas partir, c'est vrai que l'État, malheureusement, à ce jour, ne fait pas grand-chose. Donc, ce qui arrive en ce moment, si la population se révolte, se rebelle, c'est un peu parce que l'État, malheureusement, ne fait pas son boulot. Pour Fawzia Kordji, la faute incombe également à certaines associations dont elles ne partagent pas les idées. Je ne vois pas comment on peut défendre quelqu'un qui est hors la loi, tout simplement. Parce que la CIMAD ne donne pas de solutions d'hébergement, de survie de ces gens-là. Non, ils ont droit à ceci, ils ont droit à cela. Les droits de l'homme, c'est simplement les clandestins, tous ceux qui sont immigrés, et les Mahorais n'ont pas le droit. On nous prend nos terres, on n'a pas le droit, on les encourage. Et on dit on va porter plainte. Et quand je vois un village d'Eva, on fait l'école sur l'école de la rue, ceci, cela. Est-ce qu'on s'imagine où est-ce qu'ils dorment ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Dans quelle situation ils vivent? Il y a d'abord une priorité, c'est bien vivre d'abord et apprendre après. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens pour avoir leur avis sur la question et les avis sont mitigés. Il faudrait que les politiciens réagissent par rapport à ça, parce que nous, on les a votés pour ça, nous, on les a mis devant. Donc, c'est à eux de monter l'affaire vers les préfets. Le préfet, il monte vers chacun à son travail. Donc, laissons les choses vont naturellement et respectons
respectons-nous. Voilà, c'est wazungu solution ata serikali ya Komoro wapare solution ta wantu wao wapare solution wabaki hao utongoza tini sante utongoza lukoli utongoza mshahara maana presque mshahara ni kama transport mshahara tena yone tambu tena wao kwa lazima wande soko woni wande wave solution kuoni hao wale serikali orika wasikia serikali watsa paka uri Mansura Korongo vale batoka guerre civile ne uri mtu atsaone uri tsaike kweli. Ce sont des gens qui ont des enfants et tout ça et c'est pas, à mon sens, c'est pas humain, mais il faut aussi, voilà, à un moment comprendre aussi le ras-le-bol des Mahorais qui tout le temps, à chaque fois quand ils demandent à ce qu'on vient en aide, ben l'État les met au dos, quoi. Oh, yani mtu vahalia hanguvu kalteo na binadamu no waminsona mbayo c'est pas bon kalteo. Faransa ini harna siège Faransa na siège Faransa yo mtu ngade sharia. Des procédures d'expulsion longues qui amènent certains à se faire justice eux-mêmes, creusant encore plus le fossé social entre Mahorais et immigrés. Dimanche prochain, des expulsions sont encore prévues à Bouéni et les personnes en situation irrégulière ne semblent pas vouloir se laisser faire, ce qui ne laisse rien à présager de bon. On vient de le voir, Maître, des conflits communautaires sur fond de problèmes fonciers. La problématique est vraiment récurrente à Mayotte aujourd'hui. Exactement. Elle est récurrente parce que, encore une fois, c'est pas pour stigmatiser qui que ce soit. Nous avons 374 km². Sur les 374 km², nous avons une population qui est entre 400 000 et 500 000 habitants. Et au lieu de 212 000 habitants, comme c'est le cas dans les chiffres officiels. Comment voulez-vous qu'on puisse loger autant de personnes sur une toute petite île? Ce n'est pas possible. Deuxièmement, il y a eu un travail de régularisation du foncier qui a été mené pendant des années. Je vous rappelle juste qu'en 1993, il y a eu une grève qui a conduit ensuite à ce que des titres fonciers soient brûlés. Au final, des propriétaires se sont retrouvés justement sans terrain. Ces terrains-là ont été ensuite occupés par des individus qui n'avaient rien à voir avec ces parcelles en question. Eh bien, on s'est retrouvé dans un sacré bordel, excusez-moi du terme. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes actuellement sur une île où c'est le désordre total, c'est l'anarchie totale. Eh bien, je crois que justement, puisque on a ce même problème aussi du côté, par exemple, des Antilles, en matière, en tout cas, de régularisation, puisqu'il y a des agences jusqu'à présent qui existent pour régulariser ces terrains-là, eh bien, je pense qu'à mon avis, il faudrait commencer aussi à faire la même chose. Et là, on va commencer à voir clairement qui, aujourd'hui, est régularisable pour qu'on puisse justement financer, je dis bien financer, puisque c'est tout à fait possible de payer la régularisation d'un particulier parce que justement on sait que c'est une personne qui n'a pas les ressources nécessaires et adéquates, et deuxièmement qui est expulsable. Et ça veut dire qu'il faut passer Mayotte au peigne fin. Du nord au sud, vous rasez tout. Après une décision de justice, bien entendu, avec le concours de la force publique, avec également le concours des collectivités territoriales, une fois que vous avez justement rempli toutes ces conditions, qu'on aille raser tous ces bangas pour que Mayotte puisse enfin retrouver de la sérénité, de la beauté et de la splendeur. Ensuite, les personnes qui ne peuvent pas rester, qui ne doivent pas rester ici, eh bien la solution, encore une fois, est très simple. Elles doivent être expulsées, c'est tout. On n'est plus à l'ordre de ce jeu où, en tout cas, on jouait nos humanistes. Non, nous sommes dans un état de souffrance, dans un état de guerre, puisque certains le disent, en effet. Donc, il faut prendre les mesures nécessaires. Alors j'aimerais revenir sur les propos que vous avez tenus tout à l'heure, il y a quelques minutes. Vous disiez que nos élus, pour certains, ne savent pas faire le job. En l'occurrence, vous vous sentez prêt à le faire puisque vous êtes candidat à l'investiture des Républicains pour les législatives. Écoutez, il ne faut pas être dans la prétention. Ce n'est absolument pas le message que nous voulons envoyer. Mais force est de constater que le travail n'est pas fait. Quand le travail n'est pas fait dans une entreprise, on s'en va. Ce n'est pas très compliqué. En revanche, maintenant, quand on estime qu'on peut faire le travail, parce que justement, on a fait ses preuves sur le terrain et que la population vous dit, écoutez, on a besoin d'être protégé et que vous pensez pouvoir protéger cette population, défendre les intérêts des Mahorais, pouvoir aussi s'investir pleinement pour que justement Mayotte soit entendue
à Paris, puisque vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez, mais les décisions se prennent à Paris. Évidemment, les élus ont leur mot à dire à l'échelle locale, mais si maintenant vous ne pouvez pas jouer ce rôle de lobbying, si vous ne pouvez pas intégrer des réseaux susceptibles justement de faire bouger les lignes, si maintenant vous ne concevez pas des dossiers solides, eh bien vous aurez beau parler, je pense qu'à mon avis l'issue c'est plutôt aller dormir dans les beaux palais de la République, et c'est souvent ce qui se passe malheureusement. Merci beaucoup Maître pour votre intervention, et puis merci aussi d'avoir réagi au sujet d'actualité de ce jour. Merci à vous également Shakila pour votre investigation, pour avoir été sur place. Juste pour préciser que toutes les familles ont trouvé un hébergement provisoire. D'accord. Donc ce soir ils ne dormiront pas dans la rue. Et on suivra notamment ce qui va se passer dans les jours à venir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez suivre sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Sachez que vous pouvez dès demain retrouver les membres de la matinale à 6h comme tous les matins bien sûr, avec bien sûr le journal durant cette matinale en radio. Je vous souhaite une bonne soirée sur KTV.